Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues. On dénombre en France 4,15 millions de personnes mal logées. Ce sont là les chiffres du dernier rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, publié le lendemain de l'examen de ce texte en première lecture par notre Assemblée. Alors qu'on utilise cette proposition de loi dite anti-squat, on pourrait être tenté de mettre ce chiffre en comparaison avec les 40 situations de squat recensées chaque année dans le pays. Mais cela ne me semble pas pertinent. Ce ne serait pas pertinent car ce texte mal renommé ne se concentre pas uniquement sur les questions de squat, mais il vise également les locataires en difficulté qui se trouvent en situation d'impayé. Dans le contexte actuel, légiférer sur l'enjeu central du logement à travers une telle proposition de loi nous semble symbolique d'une certaine forme d'aveuglement vis-à-vis de l'actuelle crise du logement et ses conséquences dans le pays. La construction de logements sociaux, la lutte contre la vacance, la révalorisation des aides au logement, la rénovation thermique massive. Aux yeux des sénateurs socialistes, il existe tellement de chantiers qui semblaient prioritaires et pour lesquels les réponses gouvernementales ne sont pas à la hauteur. C'est pour porter ces ambitions, Monsieur le ministre, que dès septembre 2002, nous avions appelé à faire du logement la grande cause nationale de ce quinquennat. Malheureusement, ce texte qui nous vient de l'Assemblée nationale porte une ambition toute différente. Si nous sommes convaincus de la nécessité de protéger les propriétaires contre les situations abusives, il nous semble essentiel de préserver l'équilibre, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, entre le droit à la propriété et le droit au logement. Or, cette proposition de loi vient rompre cet équilibre qui a été construit au travers de différentes décennies, sans pour autant apporter de nouvelles garanties concrètes aux propriétaires. En tant que législateurs, nous devons être attentifs à l'efficacité des dispositifs que l'on propose. À ce titre, on peut s'interroger sur l'intérêt de la création d'un délit sanctionnable d'une amende à 7 500 € pour le locataire en défaut de paiement qui se maintiendrait dans le logement. Cette mesure n'apporte strictement rien, aucune plus-value aux propriétaires. Ce ne sont pas eux les bénéficiaires de 7 500 € et nous savons d'ailleurs que dans la très grande majorité des cas, les dettes locatives ne sont pas récupérées par les propriétaires. Il en sera de même évidemment pour le recouvrement de cette amende. En effet, rares sont les locataires qui choisissent de ne pas payer leur loyer et de se retrouver en situation d'expulsion. Au final, cet article aura pour seule conséquence l'engorgement de notre appareil judiciaire. En première lecture, nous avions également dénoncé la réduction des délais entre le commandement à payer et l'assignation à la justice. De l'avis des professionnels comme des associatifs, cette période est essentielle pour mener tout le travail d'accompagnement social nécessaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion. C'est d'ailleurs ce travail qui, dans certains cas, permettra de trouver des solutions de paiement qui seraient profitables aux deux parties. Alors oui, on peut avoir une discussion sur la durée des procédures d'expulsion. Elle dure en moyenne entre 18 et 24 mois, du lancement de la procédure à l'expulsion définitive. On comprend donc que l'enjeu n'est pas de réduire de 15 jours entre le délai de commandement et l'assignation. Non, dans un grand nombre de cas, la principale cause d'allongement de la procédure réside dans l'absence de solution de relogement. Et cette absence de solution de relogement qui empêche le concours de la force publique. Le difficile relogement des locataires menacés d'expulsion est aujourd'hui renforcé par la pénurie de logements sociaux. Alors une nouvelle fois, nous revenons à la question centrale de la crise du logement et de la nécessité d'une réponse politique à la hauteur des enjeux. Les décisions prises depuis 2017, et notamment la mise en œuvre de la RLS, ont considérablement fragilisé le secteur du logement social. Les bailleurs sociaux n'ont plus aujourd'hui la capacité de produire un nombre de logements suffisant. La construction des logements sociaux a chuté de 40%. Entre 2017 et 2022, ce sont 15 milliards d'euros d'économies qui ont été réalisées sur le logement des Français les plus modestes. Malgré de nombreux signaux d'alerte, le mois dernier, le ministre des Comptes publics annonçait que le ministère du Logement serait particulièrement concerné par la baisse des dépenses publiques envisagées sur le budget 2024. Alors, après la baisse des APL, après les milliards d'euros d'économies sur la RLS, quelles seront les nouvelles baisses de crédit des politiques du logement? Et surtout, quelles seront les conséquences pour les Français qui ont de plus en plus de mal à se loger? Cette proposition de loi ne résout pas le problème des propriétaires, mais elle pourrait accélérer la précarisation extrême de certains locataires.
Les acteurs associatifs, mais aussi le défenseur des droits et même le rapporteur spécial de l'ONU en charge du logement et de l'extrême pauvreté se sont inquiétés des conséquences de cette proposition de loi. Ce dernier, dans un courrier adressé au gouvernement, ont alerté l'absence d'études d'impact sur les conséquences qui pourraient résulter des changements introduits dans ce texte. Messieurs les ministres, nous pensons que ces questions devraient vous interpeller. C'est pourquoi, une nouvelle fois, les sénateurs socialistes, écologistes et républicains s'opposeront à cette proposition de loi. Merci. Très bien, chers collègues.